Oui, Christian, nous venons de montrer euh, combien de fois ce pouvoir est brutal, violent et qu'il a usé de tous les moyens pour abrutir le peuple. Mais malgré tout cela, le peuple est debout. Il faut avoir cet espoir. Le peuple congolais est debout, contrairement à ce que certains sont en train de dire, comme quoi on s'est aplati, euh, on a peur, c'est faux, archi faux. Et là, nous sommes en train de montrer que aller à cette élection présidentielle le 22 mars 2026, et vous voyez bien que ce pouvoir, dans sa brutalité, dans sa violence, dans son déni, a retenu la date du 22 mars. Et vous savez bien que le 22 mars, nous avons perdu un grand citoyen de notre pays, en la personne du cardinal Biayenda. Le Congo-Brazzaville est constitué de plus de 70% de chrétiens catholiques qui devaient retenir cette date du 22 mars pour essayer de réfléchir, de penser et de rendre hommage aussi à cette grande figure congolaise. Mais vous avez les tenants du pouvoir qui font tout pour retenir cette date, pour faire autre chose que l'organisation de l'élection présidentielle, qui n'est même pas du tout attendue par les Congolais, puisque les Congolais savent très bien que l'organisation de l'élection présidentielle n'apportera rien quant à leur bien-être. Alors, je poserai la question, est-ce que la diaspora congolaise fait partie du peuple congolais? La réponse est oui. Et donc, c'est sur la base de l'article 2 que la diaspora congolaise accompagne nos frères qui sont au pays pour les rappeler leurs devoirs patriotiques, leurs devoirs face à la Constitution. Et c'est sur la base de cet élément, et je rajouterai l'article 5 de la Constitution qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus. » Donc là, je parle du président, M. Sassou Nguesso. Il n'est pas notre boss. Le boss, c'est le peuple. Et c'est ce qu'ils ont fait oublier au peuple congolais. Les Congolais pensent que le PCT et M. Denis Sassou Nguesso sont les gourous, les maîtres, les dieux du Congo. Cela est faux. C'est le peuple qui dirige. Et nous avons juste fait une délégation auprès des partis politiques. Et ces derniers ont prouvé leur incompétence. Et c'est pour cette raison, conformément à l'article 5, l'article 2 de la Constitution, nous avons lancé cette campagne pour rappeler au peuple congolais que vous êtes les garants de la souveraineté nationale et que vous devez vous lever pour garantir une élection présidentielle transparente. Et si le PCT n'est pas capable de garantir cela, et le peuple va reprendre le pouvoir par un soulèvement populaire. On ne va pas tourner autour du pot. La Constitution est claire à ce sujet. Et la Charte internationale des droits de l'homme est également claire. Je pense qu'il s'agit de l'article 35, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est sur la base de ces éléments que nous sommes en train de mener cette campagne et de rappeler au peuple congolais qui est devenu amnésique. Parce que vous savez, la République, ce parti politique, en fait, a compris que lorsque le peuple est nourri par des valeurs patriotiques, des valeurs nationales, ce peuple n'acceptera pas la mauvaise gouvernance. Vous vous rappelez qu'à l'époque, juste après l'indépendance, le peuple congolais était encore un peuple très aguerri, très patriote, très informé. C'est pour ça qu'en annonçant juste que le président avait, l'un des anciens présidents avait acheté un lit à 1 million, le peuple, c'était suffisant pour le peuple de se soulever et demander son départ. Et lorsque M. Sassou Nguesso prend le pouvoir, il comprend que pour pouvoir contrôler ce peuple, il faut retirer toutes les instructions civiques, les enseignements qui permettaient à ce peuple-là d'être aguerri et d'être toujours aux aguets en ce qui concerne la protection de la souveraineté de la nation. C'est pour ça qu'ils ont retiré tous ces enseignements au niveau des écoles Tuer et l'école. ils ont commencé à bourrer les Congolais avec la bière. Nous vivons dans un pays où l'eau minérale coûte plus cher que la bière. Ça explique tout. Le but, c'est d'abrutir les Congolais afin qu'ils ne puissent pas être capables d'assumer leurs responsabilités en tant que souverains primaires. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'éveiller la conscience, de dire au peuple congolais, le chef, c'est vous.
Le chef, ce n'est pas Denis Sassou Nguesso. Le chef n'est pas le PCT ni autre parti politique. Le chef, c'est le peuple congolais. Si aujourd'hui le Congolais se lève et disent non, monsieur Sassou, vous avez fait vos preuves, il est l'heure de partir, je vous jure qu'ils vont tous partir. Et nous aurons même l'appui du corps des institutions internationales. C'est ce que les Congolais doivent comprendre. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre sur R7 avec moi sur ce plateau. Des Congolais de la diaspora, notamment professeur Gertrude Malalukumba. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Merci beaucoup d'être avec nous sur R7. Et bonne année à vous. Merci à vous également. Meilleurs vœux 2026. Nous avons également Jurol Luemba. Bonjour, Jurol. Bonjour Christian Perrin, bonjour aux panélistes et meilleurs vœux. Merci Jean-Paul Ebenga, bonjour. Bonjour Christian, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver sur le plateau de R7. Meilleurs vœux. Merci, un plaisir partagé. Benoît Youlou, bonjour. Bonjour mon cher Christian Perrin, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver sur cette plateforme qui se veut d'être disons, le lieu tout indiqué pour ceux qui sont reconnus comme les sans-voix. Ainsi, au monde, nous avons cette latitude de nous exprimer librement parce que cette plateforme nous l'autorise et nous le permet. Je vous en remercie. Et par la même occasion, je souhaite donc meilleurs vœux à tout le monde. Je vous en remercie à leur place. Nous avons également Évrard Ndetiri. Bonjour, Évrard. Bonjour Christian, bonjour tout le monde. Voilà, c'est un privilège pour moi d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Au centre de cet échange, l'actualité congolaise avec en perspective, vous le savez, l'élection présidentielle prévue pour mars 2026 au Congo-Brazzaville. Mais nous parlerons aussi du contexte très inquiétant d'ailleurs de la crise socio-économique dans lequel ce scrutin se tiendra. Avant de recueillir vos réactions, je vais vous inviter à suivre un extrait du message de fin d'année de Denis Sassou Nguesso où il promet une élection transparente et apaisée. Suivez. Pour notre part, le suffrage de chaque Congolaise et de chaque Congolais participe de notre ambition collective de bâtir une nation unie, libre et prospère. C'est pourquoi j'en appelle à une élection apaisée, dans l'unité, le fair-play et la sérénité, dans les initiatives engagées pour le bien-être des peuples. Voilà, une élection transparente selon Denis Sassou Nguesso qui promet un scrutin transparent. Mais pourtant, dans le même temps, on apprend qu'un candidat, Anatole Libombo Ngoka, bien entendu, est empêché de se rendre dans la partie nord du pays, donc dans la Likouane. Je suis sidéré, mais vraiment très fâché, suite à ce qui venait de se passer à l'encontre de notre collègue, M. Limbongo Ngoka, qui lui aussi est un candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2026. M. Limbongo Ngoka a été chassé par les services du préfet du département de la Likwala qui ont empêché M. Limbongo Ngoka de tenir une simple rencontre citoyenne avec les populations du département de la Likwala. Mais Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Raymond Zéphirin Mboulou, qui est en même temps membre du comité central du PCT, peut-il aujourd'hui nous dire
ou encore nous prouver que si M. Denis Sassou Nguesso, qui est le président du PCT, est en déplacement à Oyo, est-ce que le préfet de la cuvette peut interdire à M. Denis Sassou Nguesso de tenir une rencontre avec les populations d'Oyo ou d'Edou? Par ailleurs, un autre événement suscite notre interrogation, c'est l'arrestation du jeune Fred Jonas Makita, juste après avoir fait un coup de gueule sur ce qu'il qualifiait, lui, des mensonges du Premier ministre Anatole Kouliné Makosso. Simple coïncidence avec cette arrestation, en tout cas, je ne saurais vous le dire. Je vous propose donc d'écouter tout d'abord un extrait de son intervention. Bonjour à tous, Jonas Fred Makita. Moi hier j'avais reçu l'interpellation téléphonique du colonel Yamada. J'avais reçu me demandant de se présenter à son bureau aujourd'hui à 9 h. L'affaire me concernant. Je lui ai dit, oh oui, j'ai une plainte contre vous, mais je ne veux pas faire la convocation, il faut venir. En tout cas, il a insisté qu'il avait une plainte contre moi. Mais ce matin, je me suis fait représenter par mon avocat. Et l'avocat s'est retrouvé dans les services de la police judiciaire, donc du colonel Yamada. Malheureusement, le colonel étant absent, il était absent, il y a eu un capitaine qui était là. Donc, l'avocat s'est retrouvé en face du capitaine Kilebe. Et le capitaine fait savoir à l'avocat que lui, il ne connaît pas ce dossier. Le colonel est absent, il est en déplacement. Le colonel est mieux placé pour mieux expliciter ce dossier. Mais moi, je veux connaître mon plaignant. Il faut que je puisse connaître le plaignant. Parce que le colonel m'avait interpellé hier. Je me suis fait représenter par l'avocat. On n'a rien notifié à l'avocat. On n'a pas voulu dire à l'avocat qui est mon plaignant. Et le colonel a été absent. Nous sommes dans un pays où on a déjà perdu un ami, mon ami Chong, qui a été kidnappé, puis tué et tout. Je dois connaître mon plaignant. Le colonel m'a interpellé. L'avocat s'est présenté. Pourquoi on ne dit pas qui est plaignant? Qui est réellement le plaignant? Mon plaignant, ce n'est pas le colonel Yamada. C'est lui qui m'a interpellé. Je me suis fait présenter par un avocat. Mais pourquoi on ne dit pas qui est plaignant? Et lui, il n'était pas présent là. Il y a un capitaine qui a reçu l'avocat. Le capitaine dit qu'il ne connaît pas ses dossiers. Que lui, il ne peut pas expliquer ses dossiers. C'est au colonel d'expliquer les dossiers. Donc, on n'a pas donné de suite. On n'a donné aucune suite. Mais l'avocat doit connaître le dossier et le plaignant pour qu'on prépare notre défense. Donc, je le dis, si un malheur m'arrive de près ou de loin, ça sera suite à ce dossier. Voilà, alors une injustice faite à un seul est une menace faite à tous, disait Montesquieu. Vos réactions sur les deux cas de figure, tout à l'heure je vous ai dit, il y a un Congolais qui s'est prononcé candidat à l'élection présidentielle de mars 2026, Anatole Limongo Ngoka, qui a été empêché de se rendre dans la partie nord du pays, dans la Likwala, dont il est originaire. Et nous avons cette arrestation du jeune Fred Makita Jonas, qui est bien connu des Congolais, après, bien sûr, son coup de gueule. D'abord, votre réaction, puisque Denis Sassou Nguesso promet un scrutin apaisé et transparent. Je vais commencer par celui qui veut prendre la parole. Jura Luemba. Monsieur Christian Perrin, vous savez, les éléments que vous venez de présenter confirment l'objectif même de cette campagne que nous avons lancée. Vous savez, le temps est le juge de l'intelligence et des hommes justes. Ce que vous venez de dénoncer en ce qui concerne la candidature d'un candidat qui n'a pas le droit de se déplacer dans certaines régions de la République, et vous citez également l'exemple de Fred Makita. Et face à ça, je vous présente juste deux articles qui confirme que nous avons affaire à un État gangster qui prend plaisir à violer la Constitution et le bien-être des Congolais. L'article 163 de la Constitution est clair. Cet article dit ceci: l'opposition politique est reconnue en République du Congo. Elle ne peut subir limite quant à son existence et à ses activités démocratiques que celles imposée à tous les partis politiques par la présente Constitution et la loi. Monsieur Perrin,
Nous sommes tous témoins de ce spectacle débile du PCT. Ce parti politique a commencé à battre campagne contrairement aux préceptes de la loi. Mais ce dernier se permet d'interdire les opposants de faire exercice de leurs droits en tant qu'opposants. L'article 63, ici, explique clairement que les opposants ont ce droit-là de pouvoir faire des activités, de pouvoir partager leurs projets de société, de pouvoir communiquer avec la population. Et lorsque nous voyons le régime en place, le PCT empêchait ce candidat de pouvoir exprimer son droit constitutionnel, eh bien, nous confirmons même par là l'importance et l'urgence de cette campagne que nous venons de lancer. Est-ce qu'on peut rappeler la campagne? C'est quoi, intitulée? Voilà. La campagne, elle est intitulée « Non à l'élection présidentielle sans préalable ». Et donc, il y a des préalables que nous avons eu à mettre en place, et ces préalables sont conformes à la Constitution, à la Charte des droits de l'homme, ainsi qu'au principe de la démocratie. Ces préalables sont même la base de toute élection sérieuse à travers le monde. Donc, aucun peuple sérieux ne peut accepter d'aller participer à une élection présidentielle aussi longtemps que ces préalables ne sont pas mis en place. Nous avons été surpris de voir certaines personnes dire « Ah ben, mais vous voyez, il faut juste aller aux élections comme ça, et si après la promulgation des résultats, il y a injustice, et à ce moment-là, on saura quoi faire. » Mais c'est une immaturité politique, M. Christian Perrin. Parce que le sérieux d'une élection, le sérieux d'un régime se voit même en amont des élections. Et nous voyons que jusque-là, le PCT est en train de briller dans la violation et dans l'usage de la violence envers le peuple et envers les opposants. Ce candidat est un exemple, et vous venez de citer l'exemple de Fred Makita, mais par rapport, bien que ce dernier, nous savons tous qu'il a certaines affinités avec le régime, on ne sait réellement pas s'il est pour la patrie ou pour ses intérêts liés à son parti politique. On ne sait pas. Mais évidemment, en tant que moi patriote... j'insérais ce volet parce que tout le monde sait que généralement, c'est un jeune propagandiste du régime, on ne peut pas se tromper là-dessus. Mais curieusement, même lui, on peut le prendre à un moment donné, c'est-à-dire pour s'être exprimé librement. Et moi, je pense que c'est dû, évidemment, à son dernier coup de gueule. Après, il faut qu'on nous démontre le contraire. Et donc, même ceux du pouvoir peuvent être empêchés de s'exprimer. Exactement. Mais avant Fred Makita, M. Christian Perrin, vous avez appris le cas d'un certain Chuang Xi, un propagandiste du PCT qui a été assassiné. Nous nous opposons farouchement à toute organisation des obsèques de notre ami Chang assassiné, kidnappé puis assassiné, tant que les coupables ne sont pas retrouvés. Tant que les coupables, les commanditaires de l'assassinat de Chang ne sont pas retrouvés, ne sont pas connus, nous nous opposons à toute organisation des obsèques de Chang. Organiser les obsèques de Chang sans retrouver les coupables, c'est manquer du respect à sa mémoire. Donc c'est pour faire comprendre au peuple congolais que ce régime ne connaît pas le principe de la loyauté. Vous pouvez le servir, mais pour leurs intérêts, ils sont prêts à éliminer leur propre fils. C'est pour cette raison que nous voulons faire comprendre au peuple congolais que l'heure n'est pas aux amusements, que nous avons une patrie à sauver. L'arrestation de Fred Makita, qu'il soit du PCT ou pas, parce que nous sommes des patriotes, nous sommes impartials dans notre manière d'agir, et cette manière d'agir est une violation claire de l'article 25 de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression de tous les Congolais, qu'ils soient du parti politique, du régime au pouvoir ou de l'opposition. Et nous venons encore de voir une autre violation de la Constitution congolaise. Et face à tous ces éléments, M. Christian Perrin, pensez-vous que le PCT est prêt à avoir des élections transparentes? Je ne pense pas. C'est pour cette raison
C'est à cette question que voilà, les Congolais vont répondre parce que, comme vous l'avez dit, il y a longtemps, on a attiré l'attention des Congolais pour leur dire attention, c'est quand même un régime tyrannique que tout le monde a observé. Ça fait quand même plus de 42 ans, donc plus un seul Congolais ne peut être naïf de ce que dit ce régime. Je vais me tourner donc vers le professeur Malalou Kumba. Vous avez suivi, vous êtes en train de suivre, puisque la campagne continue, en dehors de ces arrestations, interdiction faite à certains candidats d'aller, de se mouvoir dans certaines zones du pays, ce qui est une violation de la loi. Jérôme l'a rappelé tout à l'heure. Il y a une campagne qui a été lancée, l'assassinat carrément. Il faut pas, ce sont des assassinats. L'assassinat des jeunes qui sont en train d'être abattus comme des lapins en public, sans procès, à quelques jours, bien entendu, il faut le dire comme ça, de l'élection présidentielle supposée être apaisée et transparente. Professeur. Bien, écoutez, comment dire, Monsieur Christian Perrin, je veux remercier ce jeune qui vient de parler d'une manière scrupuleuse sur ce qui se passe au Congo. On devra utiliser un langage pour inviter les Congolais à prendre leurs responsabilités, malgré leur irresponsabilité. On manque du courage à notre peuple congolais. Celui qui vient de me précéder a pratiquement tout dit. Arrêtez de nous embassiner, quoi. Arrêtez de nous embassiner. On a trop souffert. On a trop souffert. Maintenant, arrêtez de nous embassiner. Les opposants là, qui se plaignent tout le temps. Oh, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de manger, on n'a pas de santé. Oh, 40 ans! 40 ans! Vous n'enlevez pas ce monsieur qui nous fout le bordel. Et vous êtes là. Vous êtes des opposants. Et vous n'arrêtez pas de l'enlever. Et vous voulez nous faire comprendre que vous êtes vraiment des opposants. Tout à l'heure, je vais revenir vers vous, professeur Malalou Kumba, sur évidemment le bilan présenté par Anatole Kolné-Makosso qui se dit voilà, que c'est un bilan positif. Gérard Ndetiri, je viens vers vous, vous êtes encore très jeune et vous avez suivi ce qui a été déjà dit. Vous suivez aussi la campagne de terreur en cours au Congo-Brazzaville où les jeunes sont assassinés sans procès et ça ne s'arrête plus là. De plus en plus, nous avons des informations des jeunes qu'on enlève comme ça, nuitamment, voilà, on va les enlever, parfois sans mobile, et qui ne rentrent plus chez eux. Et dans le même temps, il faut aller vers une élection présidentielle que Denis Sassou Nguesso promet être transparente et apaisée. Qu'est-ce que ça vous dit? Aujourd'hui, déjà, tout ce qui se présente sur ce plateau comprend que voilà, l'élection présidentielle, en fait, les conditions d'une élection présidentielle ne sont pas enfin réunies à mon niveau. Parce qu'aujourd'hui, il y a la violation, bien évidemment, non de la Constitution, mais de droits de l'homme aussi. Aujourd'hui, en tant que candidat, on est libre, évidemment, de circuler dans son pays de façon à rencontrer la population et d'expliquer sa vision. Voilà, une fois que la personne pourrait peut-être être amenée à la magistrature suprême. Mais voilà, un candidat qui n'a pas le droit de faire des déplacements, voilà, c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, voilà, tout ce qui se passe, voilà, on abat des gens sans procès. C'est vrai qu'on sait que le phénomène Kuluna, voilà, a fait de ravages. On n'encourage pas cela, mais la manière de faire n'est pas, voilà, des bonnes pratiques. Et au-delà de ça, on ne tue pas des personnes, mais on prive aussi les parents d'un effort qu'ils ont eu à faire en détruisant les maisons. Voilà, c'est de la terreur. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le message qu'ils veulent passer, c'est d'intimider les gens, de ne pas voilà, se lever, parce qu'ils se disent déjà, si on peut battre les gens, donc imaginez que si des personnes se lèvent, donc on a déjà notre armée formée, une milice, hein, moi j'appelle ça une milice, hein, parce que voilà, une armée est censée protéger, mais là ce que se passe c'est vraiment
voilà, c'est inquiétant, c'est triste et voilà, parfois les mots manquent pour qualifier En voilà, sorte, tout ce que l'on vous vit. pensez que Ouais. c'est une campagne de terreur qui est lancée comme ça, justement pour apeurer les Congolais et puis forcer un passage, comme qui dirait, braquer les urnes, voilà. Justement, c'est ça, ouais. Moi, à mon avis, c'est vraiment une campagne de terreur, hein. On en a vu en 2015, hein. C'est vrai que la jeunesse s'est levée en essayant de freiner, mais voilà, il y a eu violation, comme on a sait. Voilà, la Constitution est passée. Mais sinon, on a vu qu'en 2015, les personnes étaient prêtes à aller à l'attaque. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui aussi, il faudrait que les gens repensent un peu à ce qu'on a eu à vivre. On est pas, c'est vrai que les gens, ils manquent de courage, mais une fois qu'il y a cet engagement, je pense que on peut changer les choses et faire basculer la situation au niveau du camp de la population. Voilà. Je reviendrai donc vers vous pour comprendre quelle alternative, puisque bon, tout le monde dit l'élection ne sera pas transparente et de toute façon c'est une expérience et des expériences vécues. Depuis le Oui, retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes en 1997, il n'a plus oui, jamais organisé des élections libres, transparentes justement. Oui. et équitables. Et on va chercher donc à comprendre quelle alternative, si on ne va pas aux élections, que faudra-t-il faire? Jean-Paul Ebenga, alors on a parlé des préalables, puisque la diaspora des Congolais, hein, une partie des Congolais, mieux vaut dire ça comme ça pour que ça ne soit pas mal interprété, parce qu'après les gens vont dire, ben, écoutez, qui leur a donné mandat de nous représenter? Ben, ici, c'est une parole libre, ce sont les Congolais de la diaspora qui ont décidé s'exprimer. Donc, ils ne représentent aucune organisation, ils ne représentent personne d'autre que eux-mêmes, donc ils sont libres de s'exprimer. Alors, parlons donc de ces préalables, puisque la diaspora dit des Congolais, je préfère quantifier ça comme ça. Si je dis la diaspora, après on viendra frapper pour dire ben, qui vous a donné mandat. Des Congolais de la diaspora disent non à une élection présidentielle sans préalable. Quels sont ces préalables? Oui, merci Christian. Avant de parler de ces préalables, je vais vous ressortir tout le fond de ma pensée. J'ai honte pour mon pays quand je constate tout ce qui se passe. Euh, nous sommes là, invités par vous ou par toi, puisqu'on se connaît très bien, Christian. Nous sommes de la diaspora. Il faut que l'on dise les choses clairement. Oui. Nous sommes de la diaspora parce que nous nous retrouvons en réunion par les nouveaux moyens de la communication, des techniques de la communication. Nous sommes dans un grand groupe, les uns et les autres, résidant aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique. Et là, nous sommes un petit échantillon porte-parole de ce groupe. Un petit échantillon, puisque nous sommes invités par vous sur votre plateau. Nous représentons la diaspora congolaise. Et ça, il Oui, faut ben que les après ils vont vous Congolais... dire mais qui vous a donné mandat, parce que je sais qu'il y a ceux qui viennent vous Non, frapper. mais nous sommes des Congolais, nous avons le droit et le devoir de se prononcer quant à l'avenir, au présent et à l'avenir politique, économique et social de notre pays. Tout Nous à avons fait. ce devoir-là, la Constitution, et c'est ce que nous relevons cette année. Il faut bien que les tenants du pouvoir politique au Congo sachent que ceux de leurs compatriotes qui se trouvent dans la diaspora doivent se prononcer sur le présent et l'avenir du pays, du Congo, qui n'appartient pas seulement à ceux qui sont en train de diriger sur le terrain, donc sur le territoire congolais. Nous avons un mot à dire quant à celui qui va avoir la gestion de notre État, donc l'avenir de notre pays. Donc dire que la diaspora n'a pas le droit et autres, c'est une erreur gravissime. Nous devons participer aussi déjà économiquement. Est-ce que économiquement, quand ceux qui sont dans la diaspora essaient d'aider leurs parents sur des formes différentes et quelconques, est-ce qu'ils disent n'envoyez pas d'argent, ne participez pas? Mais ceux qui sont dans la diaspora ont des entreprises. Ils ont, pour parler par exemple du transport, ceux qui sont dans la diaspora ont des bus, sont responsables des bus, des voitures taxis et autres dans notre pays. C'est ce qui participe même à la réduction, par exemple, du chômage dans notre pays. Ceux qui sont dans la diaspora tiennent des boutiques
donc sont dans le commerce. Alors, vous voulez que ceux-là qui sont des responsables des unités de production, d'entreprises et autres, ne se prononcent pas quant à ceux qui vont tenir les commandes de l'orientation politique et économique de notre pays. Donc, ceux qui font ces remarques, mon cher Christian, ce sont des gens qui n'ont pas, je crois, les capacités d'analyse un peu approfondies. Il faut seulement leur dire qu'ils se taisent et qu'ils se taisent même à jamais. Ceux qui sont dans la diaspora ont le devoir de se prononcer par rapport à l'avenir politique, économique et social de notre pays. Vous me rappelez là, en fait, les phrases de Desmond Tutu qui disait si vous êtes neutre dans des situations, bien sûr, d'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Et c'est Desmond Tutu qui le disait. Et alors, donc, moi, je vais vous poser la question. On va revenir sur les préalables que posent voilà, les Congolais de la diaspora, parce que dans tous les cas, il faut dire que ceux qui sont sur place, c'est vrai que de plus en plus les jeunes sont en train de s'exprimer sur les réseaux sociaux, on les voit, mais c'est pas tout le monde parce que les autres ont peur. Et donc, il n'y a que ces Congolais de la diaspora qui peuvent s'exprimer à leur place. Et ils en ont le droit. Les préalables dont vous parlez, c'est quoi concrètement? Je vais vous donner quelques-uns que nous avons retenus et qui font l'objet d'une grande campagne d'information que nous sommes en train d'entreprendre en ce moment. Il y a par exemple la libération inconditionnelle de tous les détenus politiques. Vous voyez bien que le climat politique dans notre pays est délétère, et ce depuis très longtemps, depuis notamment le coup d'État de 1997, le 5 juin. Les Congolais vivent de plus en plus éloignés les uns des autres, alors que nous devons vivre ensemble et dans une cohérence sociale. Il y a par exemple, dans la Constitution, même celle de 2015, qui montre bien la mise en place d'une commission nationale des élections, une commission indépendante. Mais depuis là, cette commission n'a d'indépendance que la forme. Il y a par exemple la révision qu'il faut faire conjointe et de façon donc paritaire des listes électorales. Alors qu'en ce moment, nous avons les tenants du pouvoir qui ont effectué même le recensement des Congolais de façon administrative, sous la coupe du ministre de l'Intérieur uniquement, et puis après, un bon matin, on vient dire, voilà les Congolais, vous êtes 6 millions. Il y a le fichier électoral conçu par le pouvoir en place, alors qu'on demande de le confectionner de façon paritaire. Ben, il y a le droit de vote de la diaspora. Le droit de vote de la diaspora, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Depuis 1960, je venais de montrer tout à l'heure combien de fois la diaspora participe à la construction de notre pays. Mais comment voulez-vous mettre une bonne partie de vos compatriotes hors des décisions qui concourent à la construction du pays? Et ça, je peux le dire, le plus souvent, les tenants du pouvoir mettent cette disposition-là dans la division nord-sud de notre pays. Puisqu'il y a telle partie, les ressortissants de telle partie du pays sont plus à l'étranger, donc dans la diaspora, il faut tout faire pour ne pas que ceux-là puissent voter, parce qu'après tout, ils apporteront donc un nombre de voix considérable qui pourra faire perdre le pouvoir à certains. Mais ce qui est d'une fausseté énorme, puisqu'après tout, nous avons bien vu le président Ziglisouba quand il a été élu. C'est vrai qu'il y avait une part de l'UPADES, mais le président Lissouba, si vous voyez bien, il a été élu sur presque toute l'étendue du territoire de notre pays. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, quand il a battu campagne en 2016, mais il a pris appui sur la région du Kwilu, ce qui montre bien que politiquement, les Congolais ne sont pas divisés en nord, sud, est, ouest, comme les tenants actuels du pouvoir veulent nous le démontrer.
C'est une erreur monumentale. Les Congolais ne les suivent pas dans cette façon de réfléchir. En sorte, vous êtes en train de dire que le tribalisme est une instrumentalisation politique. Mais c'est une conception de tous les acteurs politiques actuels, ceux qui sont en train de gérer le pays politiquement en ce moment. Même si vous repartez dans l'histoire, l'historicité de notre pays depuis les années 60 et autres, avec Opango, Yuluero, vous voyez bien qu'on se met toujours au-dessus de ces clivages. On se met toujours au-dessus de ces clivages. Merci Jean-Paul Ebenga. Il y a également voilà, les cartes d'électeurs biométriques, parce que là, il n'y a pas de raison à avancer, puisqu'il existe désormais les cartes, je crois, d'identité nationale, qui sont les cartes ou les passeports biométriques. Les passeports, les cartes d'identité. Voilà. Alors, pourquoi ne pas utiliser la biométrie? Pourquoi? Vous voyez, là, c'est donc les tenants du pouvoir sont toujours dans la tricherie. Ils sont toujours dans la tricherie, dans la brutalité, ce qui explique qu'il y a eu une montée en puissance des tenants du pouvoir dans leur violence. Ceux qui sont des opposants sur le terrain actuellement à Brazzaville ou à Pointe-Noire, ils ont du mal à pouvoir obtenir des Monsieur Ebenga a tout dit. Merci Jean-Paul Ebenga. On va donc voilà, s'intéresser à Monsieur Youlou, Benoît Youlou. Alors, on va essayer de revenir sur la situation socio-économique du pays. C'est vrai qu'on parle de l'élection prochaine, une élection, bon, il faut le dire, des simulacres d'élection, les Congolais le savent. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des candidats qui se sont prononcés, qui vont y aller, et d'autres d'ailleurs, ils ont dit on va aller en l'état. Ils savent qu'il y aura tricherie, mais ils disent nous allons y aller. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut parler d'abord de la situation socio-économique, le contexte dans lequel se tiendra cette élection, puisque c'est dans 2 mois, il faut le dire. Mais vous savez, mon cher Christian Perrin, c'est bien malheureux que le Congo se précipite à aller aux élections, sur le temps plus qu'il réclame, et il le clame tôt et à raison à tout le monde que le Congo est endetté. Le Congo croule dans une crise abyssale. Et il est très difficile qu'il s'en remette comme ça. Mais malheureusement, pour ce peuple qui croupit dans la misère, est aujourd'hui confronté à une situation telle qu'on l'oblige d'aller, on l'oblige avec force d'aller aux élections. Mais les élections se préparent, les élections ne s'improvisent pas. À leur niveau, ils ont préparé les élections, ils ont mis les moyens, parce qu'ils détiennent effectivement tous les moyens de la République. Mais est-ce pour autant qu'ils ont réglé les problèmes du quotidien des Congolais? Quand on pense que le Congolais ne peut pas se nourrir, le Congolais ne peut pas se soigner dignement, quand on pense que le Congolais, pour les fonctionnaires, ils n'ont pas leur salaire, et il y a des arriérés de salaire, de traitement, et des arriérés de pension qui aujourd'hui n'ont jamais été honorés. Et dans ces conditions-là, vous voulez amener les gens aux élections? Enfin, et souvent, quand ils parlent des élections, ils se disent qu'il faudrait que les élections se déroulent dans de bonnes conditions, c'est-à-dire d'une manière pacifique. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas nourri sa famille est en paix? Vous pensez qu'il y a des obligations, qu'il doit répondre à certains impératifs parce qu'il doit à la banque et qu'il doit honorer ses créances? Ce monsieur-là va se lever pour aller aux élections en paix? Non. Et aujourd'hui, ils ont émis des bons de trésor. Mais pour faire quoi? Benoît Youlou, ils ont émis ça, je crois, 2 fois en 1 mois. En 1 mois. Vous vous en rendez compte? Mais ils vont laisser les générations futures dans une dette incommensurable. Cette dette sera difficilement remboursée par les générations futures. Parce qu'actuellement, on coule et on veut endetter davantage le pays. C'est fait à dessein. Après moi, c'est le déluge. Il s'agit de ça, effectivement. Mais dans l'immédiat, quand ils vont recevoir cette rentrée, c'est pour la dilapider une fois de plus. Quand ils font en 40 ans qu'ils vont faire en 5, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire en 40 ans qu'ils feront en 5 ans d'un mandat supplémentaire? Ne perdons pas le peuple. Ils sont en train de plonger le pays dans un chaos qui, malheureusement, risquera de plonger une fois de plus, de détruire le pays. Ils sont en train de détruire le pays. Soyons clairs, les termes sont clairs. Ils sont en train de détruire le pays. Ils le savent pourquoi ils le font. Et il faut craindre que dans l'avenir, le Congo soit un pays qui portera juste le nom du Congo, mais qui n'appartiendra plus aux Congolais.
ce sera le Congo sans les Congolais. Parce qu'ils vendent le pays. Il y a eu d'ailleurs des pratiques en ce sens. Ils ont voulu livrer une partie du territoire national au Rwanda. Ce problème-là a été mis sur le plateau, mais jusqu'à présent, il y a un flou artistique, on ne sait pas Oui, qu'est-ce mais qu'il en est. pendant que vous en parlez, l'affaire des terres vendues aux Rwandais, la vérité, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le gouvernement congolais a fait comprendre, mais en fait, a tourné les Congolais en dérision, leur faisant comprendre que tout avait été arrêté et que, bon, voilà, tout était suspendu. Mais là, on apprend finalement que la culture du ricin a démarré dans, je crois, une partie du sud du Congo, où on demande désormais aux populations de ces villages de planter le ricin et Eni va acheter ce ricin cher. Il y a les champs de l'État. Et comme ça a connu les résistances. Malgré cela, ils sont en train de planter. Je vous dis qu'il y a plus de 15 hectares déjà plantés. Le projet dure depuis janvier 2025. Janvier, février, mars. C'est déjà planté. Maintenant, à côté de cela, ils ont inculqué, comme ils tiennent à ce que le peuple meure de faim. C'est criminel, c'est abominable, je vous dis, monsieur Christophe. C'est-à-dire que je me demande, est-ce que je ne comprends pas. Et donc, en dehors de ces terres qui sont accaparées, ils demandent aux populations que désormais la meilleure culture, c'est le ricin qui va payer. Tout au lieu de leur dire le danger que cela présente, non. On leur présente juste l'argent qu'ils vont gagner, sans leur dire que là où le ricin pousse, plus rien ne poussera. C'est criminel. Ce que je vous dis, je suis allé mener des enquêtes, monsieur Christian. J'ai touché du doigt moi-même. Imaginez, ça veut dire quoi concrètement? Quand ils vont occuper leurs terres, puisque ces populations-là vivent de la cueillette, de l'agriculture, de la pêche et puis de la chasse, et quand ils vont donc planter ces ricins, sur les terres où ils plantaient voilà, les cultures vivrières, les terres seront en fait, comme qui dirait, détruites. Ah oui, parce que la culture du ricin est conditionnée par plusieurs facteurs. Ça appauvrit le sol. Et de deux, ces gens-là, quand ils vont faire cette culture, et par la suite, vous pensez qu'ayant fait la culture de ricin, au bout de 3 ans, 4 ans, ils vont laisser tomber, mais ils vont partir. Ils ne vont pas partir, ils vont rester sur place. Ils vont revendiquer par la suite des droits en disant « nous sommes chez nous ». Mais vous voyez les conflits que ça va générer pour le pays? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on nous prépare un futur Gaza? En ce sens, le Congo sera annexé par une force étrangère. Surtout quand on sait que ces gens qui arrivent ne sont pas seulement des simples cultivateurs, comme on prétend le présenter, mais ce sont des gens armés qui constituent déjà une base arrière du Rwanda pour défendre le Rwanda en cas d'une agression à l'Est. Le Congo actuellement représente une base arrière du Rwanda pour affronter le Zaïre. Mais on est en train de mettre le pays dans une situation inextricable, une crise grave que nous aurons du mal à résorber si on n'y prête guère attention. Faisons très attention. Peuple congolais, vraiment, nous invitons le peuple à prendre conscience de cette situation parce que trop c'est trop, quand c'est beaucoup trop, c'est mauvais. Il faudrait que le peuple congolais prenne conscience de la situation dans laquelle on est en train de le plonger. Il faudrait que le peuple se ressaisisse et prenne ses responsabilités en main. Il y a un principe qui dit le tyran est debout parce que le peuple est à genoux. Mais le peuple congolais ne peut pas se permettre d'accepter cette situation d'être à genoux. Un homme, fût-il roi, empereur, ne peut pas se permettre vraiment de faire plier tout un peuple. Ce d'autant plus que c'est le peuple qui est le garant, c'est le peuple qui représente la souveraineté d'une nation. Mais le pouvoir appartient au peuple souverain. La Constitution nous permet de riposter, de revendiquer nos droits quand on sent qu'il y a péril dans la demeure. Et nous sommes en train d'assister à une situation telle que le Congo est dans une situation grave. Et si on ne fait pas attention, il est à craindre que demain, ce soit juste un passé. Nous avions un pays, le Congo, mais le pays ne nous appartiendra plus. Parce qu'on aura tout radé. Dans le même sens, merci Benoît Youlou, dans le même sens, Jérôme Lumba, évidemment on est en train de parler de l'élection présidentielle prochaine de mars 2026. Nous savons qu'en 2021, l'élection a coûté plus de 100 milliards de francs CFA.
les fonds propres voilà, du Congo. Et cela veut dire que cette année-ci, elle coûtera aussi soit 100 milliards ou plus de 100 milliards. Dans le contexte que vient de décrire Benoît Youlou, la crise, elle est là, elle est factuelle, hein, tout le monde est en train de le vivre. Les Congolais sont même mieux placés pour en parler. Pas d'eau potable, pas d'électricité fonctionnelle. On a rappelé les fonctionnaires qui n'ont pas leur salaire. D'aucuns sont même à 98 mois d'arriéré de salaire, impayés. 98 mois, je dis bien. Des retraités qui cumulent plus de 10 ans de pension impayée. Vous imaginez, la santé, elle est devenue ce qu'elle est. Elle est, voilà. Toutefois, c'est des grèves à rebondissement dans les hôpitaux, l'université en grève, tout le monde est presque en grève au Congo-Brazzaville. Et là, on vient de parler des terres qui ont été cédées aux Rwandais. Donc, ces populations qui pouvaient encore échapper à la famine, donc qui cultivaient, voilà, là-bas aussi on est allé, comme pour empoisonner les terres. Voilà ce qu'il faut dire, en fait, la vérité. On demande à ces populations de cultiver le ricin. Nous savons que le ricin, c'est une culture dangereuse et pour le planter, il faut une certaine formation. Mais on demande aux populations de planter le ricin que Eni va acheter. Vous imaginez un peu la suite. Voilà un peu le contexte dans lequel on se retrouve aujourd'hui et on nous dit qu'il faut aller aux élections. Or, l'élection, je l'ai dit, ce sera encore des simulacres d'élections. Ça va encore répéter sa manière, ses stratégies, il va s'autoproclamer. Ça veut dire qu'on va continuer avec ce régime. Comment expliquer cela aux Congolais? Est-ce que c'est les Congolais qui ne comprennent pas cela pour mettre fin à ce régime, comme a dit Benoît Youlou tout à l'heure? Ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment expliquer ça? Pourquoi est-ce que les Congolais ne perçoivent pas ce danger, que le pays est en danger? Bonne question, Christian Perrin. Et je vais répondre à cette question en complétant également certains éléments importants qui ont été énumérés par les panélistes ici présents. Ouais. Et je vais également répondre à ceux qui disent « mais qui vous a mandaté ?» Eh bien, je veux répondre en apportant des éléments de loi concis. La Constitution est claire dans l'article 2. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, je poserai la question, est-ce que la diaspora congolaise fait partie du peuple congolais? La réponse est oui. Et donc, c'est sur la base de l'article 2 que la diaspora congolaise accompagne nos frères qui sont au pays pour les rappeler leurs devoirs patriotiques, leurs devoirs face à la Constitution. Et c'est sur la base de cet élément, et je rajouterai l'article 5 de la Constitution qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus. » Donc là, je parle du président, M. Sassou Nguesso. Il n'est pas notre boss. Le boss, c'est le peuple. Et c'est ce qu'ils ont fait oublier au peuple congolais. Les Congolais pensent que le PCT et M. Denis Sassou Nguesso sont les gourous, les maîtres, les dieux du Congo. Cela est faux. C'est le peuple qui dirige. Et nous avons juste fait une délégation auprès des partis politiques. Et ces derniers ont prouvé leur incompétence. Et c'est pour cette raison, conformément à l'article 5, l'article 2 de la Constitution, nous avons lancé cette campagne pour rappeler au peuple congolais que vous êtes les garants de la souveraineté nationale et que vous devez vous lever pour garantir une élection présidentielle transparente. Et si le PCT n'est pas capable de garantir cela, et le peuple va reprendre le pouvoir par un soulèvement populaire. On ne va pas tourner autour du pot. La Constitution est claire à ce sujet. Et la Charte internationale des droits de l'homme est également claire. Je pense qu'il s'agit de l'article 35, si je ne me trompe pas. Oui, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, c'est clair là-dessus. Merci, monsieur Christian Perrin, vous connaissez votre boulot. Et donc, c'est sur la base de ces éléments que nous sommes en train de mener cette campagne et de rappeler au peuple congolais qui est devenu amnésique. Parce que vous savez, la République, ce parti politique, en fait, a compris que lorsque le peuple est nourri par des valeurs patriotiques, des valeurs nationales, ce peuple n'acceptera pas la mauvaise gouvernance. Vous vous rappelez qu'à l'époque, juste après l'indépendance, le peuple congolais était encore un peuple très aguerri, très patriote, très informé.
C'est pour ça qu'en annonçant juste que le président avait, l'un des anciens présidents avait acheté un lit à 1 million, le peuple, c'était suffisant pour le peuple de se soulever et demander son départ. Et lorsque M. Sassou Nguesso prend le pouvoir, il comprend que pour pouvoir contrôler ce peuple, il faut retirer toutes les instructions civiques, les enseignements qui permettaient à ce peuple-là d'être aguerri et d'être toujours aux aguets en ce qui concerne la protection de la souveraineté de la nation. C'est pour ça qu'ils ont retiré tous ces enseignements au niveau des écoles. Et ils ont commencé à bourrer les Congolais avec la bière. Nous vivons dans un pays où l'eau minérale coûte plus cher que la bière. Ça explique tout. Le but, c'est d'abrutir les Congolais afin qu'ils ne puissent pas être capables d'assumer leurs responsabilités en tant que souverains primaires. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'éveiller la confiance, de dire au peuple congolais, le chef, c'est vous. Le chef, ce n'est pas Denis Sassou Nguesso. Le chef n'est pas le PCT, ni autre parti politique. Le chef, c'est le peuple congolais. Si aujourd'hui, le Congolais se lève et disent non, monsieur Sassou, vous avez fait vos preuves, il est l'heure de partir, je vous jure qu'ils vont tous partir. Et nous aurons même l'appui du corps des institutions internationales. C'est ce que les Congolais doivent comprendre. Regardez, tous les éléments sont là. Aujourd'hui, j'ai vu monsieur Mungala en tournée à Sibiti qui se permet d'aller dans un marché avec des tôles rouillées, monsieur Christian Perrin. Un marché pondu, c'est-à-dire un marché qui ne respecte pas les normes de l'hygiène et du travail. Et il poste sur son poste officiel en disant, voici, je suis venu soutenir les mamans au marché de Subiti et j'ai pris la décision de payer la taxe qu'ils viennent d'imposer là pour le nettoyage des villes. Je vais payer leur taxe pendant une année jusqu'en 2027. Mais vous voyez cette irresponsabilité de gouvernement que nous avons. Aujourd'hui, ils imposent des taxes, des impôts aux Congolais, au pauvre peuple. Donc, c'est à nous de payer les conséquences de leur incompétence. Parce que lorsqu'ils vont prendre des prêts, vous, tout à l'heure, vous avez parlé des prêts, de l'eurobond et tout ce qui suit. Mais ce sont eux qui vont les mettre dans leur poche. Si aujourd'hui, frère Makita a été arrêté, c'est également parce qu'il se plaint, parce qu'il fait partie du PCT, mais il se rend compte qu'il n'y a que les enfants des chefs qui accumulent des postes. Le cas de Vladimir, qui a 7 postes à lui seul. Et c'est pour ça que vous verrez que certains membres du PCT se plaignent, dont Fred Makita. C'est pour vous dire que nous avons affaire à des prédateurs, monsieur Christian Perrin. Nous avons affaire à des prédateurs qui ne pensent que ce sont des manivores. Le mot money en anglais qui veut dire argent. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à dévorer l'argent. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est pour cette raison qu'en tant que patriotes, nous devons nous lever et rappeler au peuple leur devoir, leur mission. Regardez, monsieur Perrin, aujourd'hui le niveau de la jeunesse. Vous avez tout à l'heure parlé des retraités qui n'ont pas de salaire depuis plusieurs années. Mais regardez lorsque les retraités décident de rassembler la petite énergie qui leur reste avec des casseroles pour pouvoir faire des revendications devant les institutions de l'État. Mais monsieur Perrin, avez-vous déjà vu leurs enfants, leurs petits-fils, la jeunesse les accompagner? La jeunesse n'est pas présente pour accompagner nos parents qui ont travaillé pour ce pays-là. Où est la jeunesse congolaise? Ils passent leur temps sur TikTok à danser, à faire des concours de danse, pendant que la jeunesse dans d'autres pays, au Burkina Faso et autres, sont focalisés sur la transformation de leur nation. C'est pour cette raison, monsieur Christian Perrin, que nous avons lancé cette campagne. Toute personne sérieuse comprend l'importance de cette campagne. Tout opposant sérieux comprend l'importance de cette campagne. La preuve en est, monsieur Christian Perrin, et je chute par là. La Constitution est claire en ce qui concerne les droits des partis politiques. Mais regardez comment est-ce que les opposants ne sont même pas capables de s'exprimer en République du Congo. Mais c'est pour eux que nous avons lancé cette campagne. C'est pour baliser le chemin à tous les candidats de l'opposition afin qu'ils puissent être capables de combattre de manière légale, sans aucune indiscrimination. Alors, Évrard Ndetiri, où est donc la jeunesse? Les parents vont manifester, les papas fatigués vont avec des casseroles pour réclamer leur dû. Ce n'est pas une aumône, ils ne demandent même pas la pitié, mais c'est un droit, c'est leur argent qu'ils ont épargné. Exactement. Les retraités qui sont à 50 mois d'arriérés, impayés des pensions. Ces retraités menaçaient de faire un sit-in le 31 octobre dernier pour revendiquer le paiement de leurs pensions.
une démarche non approuvée par le président du Sénat. C'est surtout ceux qui ont brandi la menace des sit-ins. Je voudrais obtenir que nous sortions d'ici en levant cette mesure, en privilégiant la voie du dialogue. Qui sont à 10 ans, 11 ans de pension impayée, la jeunesse ne les accompagne pas. Cependant, on les voit derrière les manifestations de ce parti qui les a appauvris, qui les a maintenus dans la précarité. Est-ce qu'on peut parler finalement de la responsabilité aussi des jeunes Congolais? Parce que c'est quand même difficile à comprendre. Ils ne sont jamais là où il faut être, mais on les retrouve là où il ne faut pas les retrouver. Comment expliquer ça? Justement, c'est vrai, la Girole l'a bien évoqué, mais aujourd'hui, on comprend que la jeunesse n'a pas conscience d'elle-même. Elle ne sait pas ce qu'elle vaut. Elle ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est le relais voilà, de l'ancienne classe qui existe. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont orientés vers les choses qui ne construisent pas. Voilà. Aujourd'hui, voilà, les jeunes, ils sont plus oisifs. Ils sont là dans la distraction, dans la boisson. Ils ont des centres d'intérêt qui ne construisent pas. Aujourd'hui, moi, on a plusieurs exemples aujourd'hui. Si Macky Sall n'est plus, c'est parce que si les jeunes aussi se sont levés, et aussi, un côté aussi, il y a eu aussi voilà, cette justice voilà, qui est indépendante au niveau du Sénégal, qui a martelé et qui a évité que le président Macky Sall se représente. Et donc, nous, aujourd'hui, dans notre pays, la jeunesse, voilà, elle n'existe pas, elle n'a pas de prise de conscience. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, pour que cette jeunesse, évidemment, puisse être efficace, il faudrait qu'elle réalise, qu'elle fasse une auto-évaluation sur voilà, quel est le rôle de la jeunesse dans la société. Voilà, M. Christian. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de là bon, là, je m'adresse donc à Benoît Youlou, après j'irai vers le professeur Malalou Koumba. Cette jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui construit son avenir dans tous les cas. La jeunesse doit prendre ses responsabilités. On a vu cette jeunesse dans les années 60. Bon, elle s'est mobilisée, c'est elle qui a apporté des changements. Et aujourd'hui, on est en face d'une jeunesse qui vous pointe du doigt pour dire « mais oui, vous ne faites rien ». Et parfois, ils s'en prennent souvent aux opposants. Et nombreux d'entre eux à qui je dis souvent « mais écoutez, mais vous vous en prenez aux opposants pour quelle raison? La force de l'opposition, c'est vous, la jeunesse. On ne vous voit pas derrière ces opposants. On vous voit plutôt là où on vous tend des petits billets de 2000, alors que c'est l'argent qui vous appartient à vous. Et on vient vous faire croire que c'est l'argent de Denis Sassou Nguesso qu'on est en train de vous donner ou du ministre Tatampion qu'on vous donne. Non. Tout à l'heure, je vais la rappeler, le maître dans un pays, le pouvoir appartient au peuple. C'est vrai qu'au Congo, après, on a tout inversé parce qu'on vous fait comprendre que Denis Sassou Nguesso a fait don à tel département, il a fait don d'une école par ici, alors que c'est l'argent du Congolais qu'il prend pour le construire. Donc, on vous fait comprendre que c'est son argent à lui qu'il a utilisé pour vous construire une petite passerelle, une petite école, ben voilà, un petit robinet, puisqu'on inaugure même des robinets d'eau au Congo-Brazzaville, ou alors, voilà, il vient de payer Sassou, a payé le salaire, et on fait toute une communication autour, même le salaire. Donc, c'est l'argent de Sassou qu'on a pris dans sa poche, qu'on est venu payer les salariés. Mais on ne se pose même pas la question de savoir d'où trouve-t-il cet argent, et tout le monde le sait. Donc, voilà, moi, je reviens donc vers Benoît Youlou. Oui. Pour essayer de comprendre ce fonctionnement-là, je ne sais pas ce que... Alors, mon cher Christian Perrin, moi, j'aimerais d'abord m'adresser directement au peuple congolais. Vous savez, quand vous avez à la tête d'une nation un homme qui ouvertement vient proclamer en disant « Au cours des années 70, nous avons pris la décision de casser l'éducation, de tuer l'éducation. » Vous savez ce que ça veut dire? Ça a des implications graves. Est-ce qu'il en pèse les mots? Est-ce qu'il en pèse vraiment le caractère, disons, machiavélique de ce discours-là? Quand on a tué l'école, ça signifiait quoi? Ça signifiait abandonner la jeunesse. La jeunesse devait donc n'avait plus d'avenir. Parce que l'école, c'est la base de tout. C'est à l'école qu'on apprend les rudiments nécessaires. Comment se comporter dans la société. L'instruction civique, c'est à l'école. L'éducation fondamentale, où, les premiers, disons, éléments qui vous permettent d'avoir un esprit critique, c'est aussi l'école, en dehors de la structure familiale. Mais quand on a
tué cette structure-là, quand on a déstabilisé la cellule familiale, en ce moment-là, on ne répond plus de rien, on est irresponsable. Et les parents qui n'ont pas démissionné, les parents étaient mis devant un fait accompli en ce sens. Quand un père qui travaille n'a plus son salaire, eh bien, l'autorité parentale est automatiquement mise à mal. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Les garçons, eh ben, ils sont livrés à eux-mêmes. Et voilà, nous avons le phénomène des Kuluna. Et pour les filles, qu'est-ce qu'on constate? Les filles se prostituent. Et le père, qui ne ramène plus un fifre là à la maison, en ce moment-là, est rabaissé à un niveau tel que c'est la fille qui va se prostituer qui ramène l'argent à la maison. Et en ce moment-là, papa n'a plus droit à la parole. L'autorité parentale est bafouée. Vous voyez comment ça a tué les fondements sociaux de la société congolaise. Benoît Youlou, pardon, pendant que vous évoquez tout cela, est-ce qu'il faut comprendre par là que, finalement, lorsque vous rappelez la déclaration enfin, c'est une réponse qu'il donnait au cours d'une interview, qu'à un moment donné, le Congo avait atteint 100% voilà, de scolarisation. Après, ils ont décidé de détruire, mais on sait que c'est qui est resté au pouvoir. Est-ce que c'est pour comprendre, voilà ma question, est-ce que c'est pour comprendre que le comportement blâmable de la jeunesse actuellement est une conséquence finalement d'une stratégie politique qui avait été bâtie? Mais bien sûr, ça a été fait à dessein. Mais écoutez, si vous voulez manipuler un peuple, il faut l'affamer, il faut ne pas l'éduquer. En ce moment-là, vous manipulez un peuple, vous en faites ce que vous voulez, parce que les gens n'ont pas d'instruction, ils ne peuvent pas faire des analyses concrètes. Nous avons la chance d'être en Occident. Non seulement nous sommes en Occident, mais nous avons la chance d'aller à l'école. On a eu cette possibilité. Vous savez, le Congo, c'est un bel exemple pour l'Afrique. Le gouvernement congolais, à l'époque, payait la bourse à tous les étudiants. Dès l'instant où on était bachelier, eh bien, on prétendait à une bourse. C'est cette bourse qui a fait que les Congolais se retrouvent à l'étranger pour faire des études. Et je me rappelle, il y avait même, je ne sais pas comment on appelait ça, la Mecque, c'est ça, non? Quand la Mecque, oui, les arrivés en France. Mais ils sont arrivés, ils ont tout vendu. Ils ont tout détruit. C'est grave ce que nous sommes en train de vivre. Non, peuple congolais, ressaisissons-nous. Vraiment, prenons notre destin en main, parce qu'après, ce sera trop tard. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Faisons-le parce que c'est maintenant ou jamais. Comme on dit, le changement, c'est maintenant. Il faudrait qu'on prenne nos responsabilités de telle sorte que les choses changent. On devait s'adresser à la jeunesse, en s'appuyant d'ailleurs sur les écrits de Fanon qui disaient « Chaque génération doit, dans une certaine opacité, assumer sa responsabilité ou la trahir. » Eh bien, soit nous trahissons en ce moment-là et à jamais, ou alors nous prenons nos responsabilités, nous l'assumons et nous devons dégager ce système. Bon, après, au niveau du Congo, ils vont dire, mais vous parlez, vous êtes à l'étranger, venez au Congo pour venir parler. Jérôme Louemba. Non, mais monsieur Perrin, vous savez, c'est ce que j'appelle, moi, un disque rayé. Les gens doivent arrêter de nous balancer cette sauce à chaque fois que nous essayons de réclamer nos droits et demander un Congo sérieux. Lorsque les gens disent que non, voilà, vous devez rentrer au pays. Déjà, les gens ignorent l'importance et l'impact de la diaspora. Doit-on rappeler à ces Congolais que si aujourd'hui nous avons pu mettre fin à la colonisation, c'est grâce à la diaspora congolaise qui, à travers des organisations comme les Amicales, c'était la diaspora, lorsqu'on parle de ces anciens-là qui ont eu à former des structures au niveau de la diaspora, ils ont vu ce qui s'est passé sous d'autres cieux et ils ont pris cette décision-là de commencer à conscientiser ceux qui étaient sur place au pays. Et après un moment, ces derniers sont venus sur place. Rappelez-moi le nom de c'était quoi le fondateur des Amicales, comment on l'appelle? Il y a même des gens qui ont fait une religion. Voilà. Après avoir travaillé au niveau de la diaspora, Matsua est venu sur place en République du Congo pour faire le combat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ce dernier a commencé à mobiliser le peuple, dire non à la colonisation face aux colons, vous savez quoi? Ce dernier a été mis en prison devant ce même peuple-là. Et il était obligé à un certain moment même de fuir et aller se réfugier au Nigeria. Voilà, vous voyez que les gens parlent parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire et on va vous enseigner, on est là pour ça. Aujourd'hui, si le Congo est libre, c'est grâce à l'apport de la diaspora. Et là, je vous ai ramené, je vous ai fait un petit clin d'œil en ce qui concerne l'histoire. Je vous ramène au temps présent. Quels sont les derniers acteurs qui ont eu à faire mouvementer la politique au niveau de la République du Congo? Lors des élections dernières, M. Mokoko, il n'était pas basé au pays, il était venu de la diaspora.
Il a entendu l'appel du peuple. Il décide de rentrer en République du Congo. On l'a même surnommé Moïse. Mais lorsque vous avez un Moïse à vos côtés, qu'est-ce que vous faites? S'il vous demande de quitter l'Égypte, vous le suivez, vous partez avec lui. Mais M. Mokoko a risqué sa vie. Il savait qu'il mettait sa vie en danger. Il s'est levé pour les Congolais. Mais lorsque ce dernier a été arrêté, où était ce peuple qui a cette audace-là de dire à la diaspora que si vous voulez combattre, venez sur place. Vous êtes des lâches. Vous êtes des traîtres de la patrie. Nous avons atteint un niveau où on doit se dire les vérités en face parce qu'il s'agit du destin de notre nation et de la destinée de nos enfants. Monsieur Moukoko est en prison. N'est-ce pas un élément de la diaspora? Doit-on également vous parler du jeune Lassi Bouiti qui vivait aux États-Unis, vivait calmement sa vie en tant que littéraire, mais il a entendu le cri de la nation. On les a fait comprendre que venez au pays, on a besoin de la jeunesse. Au départ, quand il rentre au pays, il s'allie au PCT parce qu'il croyait que ce parti était sérieux, qu'il voulait changer le pays. Mais après, il se rend compte qu'il a affaire à des vampires. Il décide de se révolter. C'est un jeune de la diaspora. Il crée un parti politique et il demande au peuple congolais de se soulever, de l'accompagner pour changer les choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Lassi Bouiti? Ils l'ont laissé être brutalisé, être kidnappé. Quels sont ceux-là qui se sont mobilisés pour la liberté de Lassi Bouiti? Ce ne sont pas ces Congolais lâches qui sont au pays. Je parle de certains, pas de tous, mais c'est la diaspora qui s'est mobilisée une fois de plus pour la libération de Lassi Bouiti, un frère de la diaspora. Alors vous voulez sacrifier combien de Congolais? Vous êtes des sorciers et on doit vous exposer. Fini la récréation, il ne reste que 3 mois. Nous devons prendre les choses au sérieux. Il s'agit de notre nation. Monsieur Perrin, il ne faut plus laisser les gens nous divertir avec ce genre d'arguments en disant que si vous voulez combattre ça, venez sur place. Moi, j'ai été au pays dernièrement, depuis l'aéroport, monsieur Christian Perrin, j'ai commencé à remettre de l'ordre lorsque j'ai vu des investisseurs chinois être servis avant des mamans fatiguées après un vol de 8 heures venant de Paris. Des mamans fatiguées, des femmes fatiguées, âgées, des papas, ils étaient là au niveau du guichet parce que nos valises n'étaient pas arrivées. On nous demande d'aller au guichet pour prendre un numéro de tracking afin d'être contacté lorsque nos valises vont arriver. Lorsqu'on se dirige, je vois des Congolais, M. Christian Perrin, se permettre de pousser des compatriotes pour qu'on puisse servir ces soi-disant investisseurs chinois avant. Dès que j'ai vu cela, j'ai commencé à parler en anglais à ces investisseurs. Je les ai dit clairement que vous venez de la Chine et je sais que la Chine est un pays d'ordre et en plus un pays qui respecte la vieillesse. C'est un pays qui respecte les anciens. Vous savez que ce que vous venez de faire, vous ne pouvez pas le faire en Chine. Ils ont dit, oui monsieur, vous avez raison. Alors pourquoi vous acceptez de le faire ici? Ils sont restés calmes. Tout le monde à l'aéroport nous regardait. Et il y avait des hommes armés. Je donne un défi à tous ceux-là. Si ce pays-là est organisé, allez revoir les vidéos au niveau de l'aéroport. Vous allez voir cet incident-là. J'ai demandé à ces investisseurs chinois, j'ai dit, vous prenez vos valises, vous allez vous mettre au dernier rang. Et j'ai dit, dans un pays sérieux, on donne la priorité avant tout aux personnes âgées et aux femmes enceintes. J'ai demandé aux femmes enceintes de venir en premier. J'ai demandé aux vieilles femmes de venir en premier. Et les gens commençaient à applaudir à l'aéroport. Je les ai dit, ne m'applaudissez pas. Parce que ce que je fais, c'est ce que tous les Congolais doivent faire afin de faire respecter notre nation. Et il y avait des hommes armés qui étaient là. Ils ont secoué la tête. Pourquoi, monsieur Perrin? C'est pour vous dire que même au sein de notre armée, il y a des patriotes. Il y a ceux-là qui en ont marre de voir notre pays être bafoué, nos femmes, nos sœurs, nos frères être marginalisés par des étrangers et par des gouvernants qui n'aiment pas leur pays. Ils attendent juste notre mot d'ordre. Le jour que ce peuple va se soulever, vous allez voir des vrais patriotes au sein de l'armée qui vont se lever pour vous accompagner. Évidemment, les exemples que vous venez de donner là, moi j'ai vécu ça, j'ai vu ça, j'ai même fait des reportages autour, hein, on a vu, même dans l'armée. C'est ce qui est curieux, bizarrement, c'est que vous avez des colonels, en fait des officiers supérieurs qu'on appelle ça, qui chaque vendredi se rendaient à l'aéroport pour aller faire quoi? Écoutez bien, accueillir des clandestins, des étrangers qui arrivaient dans un vol, on les prenait au pied de l'avion. Donc, sans le fouiller, sans regarder ce qu'ils avaient dans les bagages, on les sortait. Incroyable. Clandestinement. Donc, ils pouvaient avoir une bombe dans son sac. C'est des étrangers qui n'avaient pas de documents. Donc, on les prenait au pied de l'avion. Qui le faisait? Des officiers supérieurs de l'armée.
des officiers, et vous voyez les galons, la colonel. Incroyable. Dans le même temps, le Congolais qui vient d'arriver là, oh là là, ben, il passe 3 heures pour être contrôlé. Ah oui, 3 heures, comme s'il était étranger. Bon, Voilà. bref, c'était une petite parenthèse. Alors, voilà, je vais donc me tourner encore vers professeur Malalou Koumba. Ici, on va parler alors de ce livre qu'on est en train de nous présenter. On nous a dit que le bilan est positif. Selon Anatole Koliné-Makosso qui le présente en toute transparence. Nous avons évoqué ici quelques éléments, ce sont encore des faits, hein. Des faits, rien que des faits. Voilà. Après, on nous dira c'est la spéculation. Non, les Congolais qui sont au Congo vivent malheureusement cette situation, cette réalité. Et quelqu'un disait, mais pourquoi ce déni de la réalité par Anatole Koliné-Makosso? Mais il insiste. Là, ils ont lancé une campagne qu'ils ont dénommée 30 jours pour convaincre. Convaincre qui, concrètement? Convaincre qui? Une vraie Alors que ce sont des Congolais qui vivent ces situations-là, qui vivent cette réalité de misère, de souffrance. Et les 100 000 emplois, à une, emplois prévus. On parlerait de mépris, simplement. Mais est-ce que c'est réellement le mépris? Ou peut-être qu'ils ont un autre problème? Pourquoi pas? Alors, professeur Malalou Koumba, vous suivez évidemment, tout à l'heure, Jérôme l'a dit, c'est vrai que nous sommes à l'étranger, mais nous suivons mieux les réalités, ce qui se passe au Congo. Il ne faut pas que les gens se leurrent. Quelqu'un me disait, oui, vous êtes à l'étranger. Non, quand on est à l'étranger, on voit mieux ce qui se passe sur place au Congo-Brazzaville. Professeur Malalou Koumba, vous suivez évidemment l'actualité congolaise. Anatole Koliné-Makosso, le Premier ministre actuel du Congo, estime il pense que le bilan de Denis Sassou Nguesso 2025-2026 est globalement positif parce qu'il est en train de présenter un livre intitulé En toute transparence. Un livre qu'il attribue, selon lui-même, à Denis Sassou Nguesso. Alors, si vous avez suivi cette actualité, qu'en pensez-vous? Alors, comment dire, j'ai fait beaucoup de conférences à travers le monde. Là, je vais juste parler de l'IDH. L'IDH, vous savez ce que c'est? L'indice de développement humain. Oui. L'indice de développement humain qui caractérise l'économie d'un peuple. L'indice de développement humain. C'est pour cette raison que je voulais intervenir. Alors, l'indice de développement humain caractérise le bien-être d'un peuple. Le bien-être d'un peuple qui mesure et qui crée la bonne gouvernance d'un peuple et qui mesure le caractère défini par le gouvernement d'un peuple. L'IDH, l'indice de développement humain. Au Congo, l'IDH du Congo, c'est quoi concrètement? Je vais faire une analyse comparative du Kwilu et du Qatar. La superficie du Kwilu, c'est 1387 km². Comparé au Qatar. Excusez-moi, laissez-moi un peu de temps. Je vous en prie. Bien. Le Qatar, c'est 11 571 km². La population du Kwilu, quand je parle du Kwilu, je ne parle pas que, comment dire, de Pointe-Noire. Le Kwilu, c'est le, comment dire, voilà. Vous savez le département. Voilà. Ou toute la région. Voilà. 1 million, 77 du Kwilu, c'est-à-dire Pointe-Noire et le reste du Kwilu. On est d'accord? Et le reste du Kwilu. Bien. Comparé à 2 millions du Qatar, le PIB du Kwilu, 1645,07. Et quand je compare cela au Qatar,
Le Qatar, c'est 2,660 millions. Maintenant, ça, c'est le PIB. Maintenant, quand je compare au PIB annuel du Quilou au Qatar. Le Qatar, c'est 145,800. Le SMIC, le salaire interprofessionnel de croissance. Ça veut dire quoi? C'est le plus bas salaire qu'un humain doit avoir. De notre pays, le Congo, serait de 500 000 de francs CFA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que un Congolais devait chaque mois avoir 500 000 francs CFA par rapport à sa richesse. Alors, donc, vous êtes en train de dire le SMIC congolais devrait être fixé à au moins 500 000 francs CFA, c'est cela. Merci, professeur. On va continuer. Donc, je reviens vers Jean-Paul Ebenga. Alors, nous parlions donc de l'élection. Tout à l'heure, Jules Lemba a démontré que pas d'élection sans préalable. Vous avez évoqué, évidemment, vous avez parlé de quelques éléments que vous réclamez, en fait, de transparence pour une organisation transparente de cette élection. Et nous avons aussi parlé du contexte. Oui, Christian, nous venons de montrer combien de fois ce pouvoir est brutal, violent, et qu'il a usé de tous les moyens pour abrutir le peuple. Mais malgré tout cela, le peuple est debout. Il faut avoir cet espoir. Le peuple congolais est debout, contrairement à ce que certains sont en train de dire, comme quoi on s'est aplati, on a peur, c'est faux, archi faux. Et là, nous sommes en train de montrer que aller à cette élection présidentielle le 22 mars 2026, et vous voyez bien que ce pouvoir, dans sa brutalité, dans sa violence, dans son déni, a retenu la date du 22 mars. Et vous savez bien que le 22 mars, nous avons perdu un grand citoyen de notre pays, en la personne du cardinal Biayenda. Le Congo-Brazzaville est constitué de plus de 70% de chrétiens catholiques qui devaient retenir cette date du 22 mars pour essayer de réfléchir, de penser et de rendre hommage aussi à cette grande figure congolaise. Mais vous avez les tenants du pouvoir qui font tout pour retenir cette date, pour faire autre chose que l'organisation de l'élection présidentielle, qui n'est même pas du tout attendue par les Congolais, puisque les Congolais savent très bien que l'organisation de l'élection présidentielle n'apportera rien quant à leur bien-être, comme l'a relevé la professeure Malalou. Vous voyez, c'est donc... Vous êtes en train de dire qu'ils ont choisi cette date juste pour empêcher les Congolais de se remémorer de cette date ou bien de rendre hommage à ce grand homme, à ce Congolais, c'est ça? Bien évidemment, parce qu'après tout, ce sont eux qui dirigent le pays. Donc, ils savent bien combien de fois le peuple est interpellé par telle situation. Ils peuvent bien dire que bon, ben voilà, ce ne sera pas le 21, mais une autre date. Et ils donneront les explications aux Congolais qui pourront nettement mieux comprendre. Donc, le fait de retenir cette date du 22 mars, c'est à dessein. C'est peut-être même pour espérer d'effacer leur cynisme dans la mémoire des Congolais. Mais peine perdue pour eux. Puisque là encore, une fois de plus, les Congolais se rendent compte qu'ils ont affaire à des compatriotes. Malheureusement, on doit les appeler ainsi, puisque nous partageons le même pays, que ce sont des gens sans cœur qui sont en train de nous diriger.
et ils nous amènent manu militari vers l'organisation de cette élection présidentielle, tout en sachant qu'ils ont organisé une grosse tricherie déjà en amont. Je vous ai relevé dans les préalables que nous avons énumérés le fait d'organiser le recensement de par eux-mêmes, le fait d'avoir défini le fichier électoral par eux-mêmes, le fait d'avoir refusé l'utilisation de la biométrie, le fait de ne pas reconnaître que nous sommes dans une situation sociale et politique délétère. Donc, il faut essayer d'apporter de l'apaisement, la paix dont ils proclament nuit et jour, en faisant de telle sorte que l'on libère les détenus politiques. Vous voyez? Donc là, ils nous emmènent vers une situation sociale difficile à gérer, pour ne pas dire qu'ils nous conduisent vers des émeutes. Et comme entre-temps, ils ont écarté la police publique parce qu'ils ont mis en place leur milice qui est en train de faire des démonstrations de brutalité. Je voudrais parler de la DGSP. Donc, ils croient apeurer les Congolais. Ils croient apeurer les Congolais et ils veulent faire de telle sorte que le 22 mars, on arrive à des échanges de coups de feu parce que eux, ils sont organisés. C'est là leur grosse bêtise. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, c'est inutile d'aller ou d'accepter aller vers l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous avons des retards de paiement de bourse, nous avons des structures hospitalières, sanitaires qui ne fonctionnent pas, nous avons l'éducation nationale qui est à terre et nous nous posons la question de savoir comment relever tout cela. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui interpelle les Congolais. Comment faire de telle sorte que les Congolais aient régulièrement leur salaire, leur pension, leur bourse, que le système sanitaire fonctionne correctement, que l'éducation reprenne ce que nous avons connu par le passé, qui est relevé même par les tenants du pouvoir actuel, sans honte malheureusement. Voilà donc ce qui interpelle les Congolais. Donc il est question de réfléchir. Et voilà, je peux même parler des états généraux qu'il faut tenir dans tous les secteurs vitaux de notre pays. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un camp qui va prendre les tenants du pouvoir en disant nous avons été élus, nous appliquons telle politique sociale, donc un programme pour les élections et autres. Non, ce n'est pas nécessaire. Remettons d'abord le Congo à flot. Et il y a des sachants dans les différents domaines. Merci. Et ce n'est pas impossible de le faire. Ce n'est pas impossible. Tout est possible lorsqu'on est évidemment déterminé. Tout est volonté d'ailleurs. Disait quelqu'un. Eoral Ndetiri, pour votre conclusion. Oui, merci beaucoup. En fait, ce que je dirais pour compléter Monsieur Jean-Paul Ebinga, c'est que nous, Congolais, nous devons prendre conscience. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, le pays appartient à tout le monde. Voilà, on n'est pas un État tribal et donc tout le monde doit se tenir main dans la main de façon à lever, à redonner cette belle image qu'on avait du Congo d'hier. Et donc, moi, je pense que voilà, les gens devraient prendre conscience, à savoir qu'aujourd'hui, les choses, c'est maintenant. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et que tout le monde devrait prendre conscience. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir une élection. La personne en charge de l'élection est très proche du pouvoir aujourd'hui. Donc, à mon avis, les conditions ne sont pas assez de façon qu'on aille en élection. Donc, je pense que les gens devraient, pour prendre conscience, et qu'on se tienne main dans la main de façon à savoir que le Congo est uni, personne ne viendra pour nous séparer. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'inamovible président de la commission d'organisation des, des élections au Congo-Brazzaville, il est là depuis plus de 2 décennies apparemment. Oui, évidemment, plus de 2 décennies. Et juste, excusez-moi pour rajouter, aujourd'hui, oui. on ne veut pas que l'on retombe encore dans ce qu'on a eu à rencontrer, les guerres civiles. Nous, on ne veut pas de ça. Aujourd'hui, les gens, s'ils veulent prendre conscience, qu'ils se lèvent, mais de manière pacifique. Moi, d'ailleurs, j'ai eu à écrire un livre sur Plus jamais ça. Et c'est un livre qui parle de l'une des guerres civiles où j'interpelle les gens à prendre conscience de façon qu'on retombe plus sur ça. Et donc, vraiment, on veut plus de guerre au Congo, on veut plus de ça et que les gens prennent conscience que seuls nous-mêmes pouvons sauver le Congo. Merci.
Sur les Congolais Alors, pour sauver le Congo, Benoît Youlou, votre oui, conclusion, qu'est-ce qu'on ok, retient? je voulais donc ajouter quelque chose tout simplement, c'est le fait d'assurer une mobilisation populaire pacifique. Il faudrait que les forces vives de la nation, c'est-à-dire la jeunesse et l'armée républicaine, prennent ses responsabilités de telle sorte que le Congo retrouve ses lettres de noblesse. Le pays doit être refondé sur les bases qui intègrent tous les Congolais. Donc, les perspectives d'une élection en mars 2026, c'est un leurre, ce sera une parodie d'élection. Et il n'y a pas de vote quand il n'y a pas d'élection, quand il n'y a pas de fichier électoral fiable. Il n'y a pas d'élection quand il n'y a pas de médias à disposition de ceux qui prétendent, disons, postuler la magistrature suprême. Et donc, nous devons tout faire de telle sorte que le peuple prenne ses responsabilités et que nous assumons cette charge-là parce qu'on n'a pas d'autre alternative sinon une révolution populaire. Ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils persistent à mentir. Qu'est-ce qu'on retient à la fin de cette émission? Vous savez, il est dangereux de laisser la gestion d'une nation et d'un peuple entre les mains d'un régime incapable d'écrire un simple livre. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce livre, le fameux bilan. Je porte plusieurs casquettes. Et parmi les casquettes que je porte, je suis également dans l'industrie de la publication de livres à travers Amazon, la section KDP Publishing. Un auteur, l'auteur d'un livre ne peut pas préfacer son propre livre. C'est une violation. Ça n'existe pas dans l'industrie de la publication de livres. Et donc, lorsque ce régime se permet de publier un livre, disons que c'est un livre écrit par le président de la République, mais c'est la cerise sur le gâteau qui prouve leur incompétence absolue. Quand ils font préfacer un livre par l'auteur, ça n'existe pas. Vous savez, c'est ce que j'appelle la folie du déclin. Vous savez, lorsque Dieu en a marre d'un leadership qui vous a donné le temps de vous repentir, lorsque l'univers vous a donné le temps de changer votre manière de faire des choses et que vous persistez dans le mal, il va commencer à vous pousser à faire des bêtises les plus spectaculaires. Et c'est ce qui vient de se faire avec ce livre. Alors, tout à l'heure, vous avez demandé, qui est l'auteur de ce livre? Je viens de vous répondre qui est l'auteur de ce livre. C'est le PCT. C'est ce groupe d'incompétents. Parce que même si ce livre avait été, s'il y a même eu un consultant français, américain, les firmes de consultation, à moins qu'on me dise qu'ils ont consulté un fou ou une personne qui a également l'intention de salir ce régime parce qu'ils en ont marre de les voir au pouvoir. Il n'y a aucun consultant dans le domaine de la publication de livres qui peut vous laisser l'auteur préfacer son propre livre. Ça n'existe pas. Voyez-vous? Et donc, moi, je suppose, M. Perrin, que ce livre, avant de le publier, ils l'ont fait tourner entre eux. Le ministre du numérique, le ministre de la communication, le ministre des hydrocarbures. Tous, ils ont reçu ce livre-là avant de le rendre public. Et parmi toutes ces têtes-là, personne n'a été capable de dire que les gars, vous avez fait une grosse boulette. L'auteur ne peut pas préfacer un livre. Voici le bilan du PCT. On n'a même pas besoin de lire le reste du livre. Parce que déjà, la section préface confirme déjà qu'il s'agit d'un bilan catastrophique, médiocre. Vous voyez, monsieur Perrin, voici le bilan du PCT. Et nous venons de prouver au peuple congolais la raison pour laquelle nous disons non à l'élection présidentielle sans préalable. Parce que lorsqu'il n'y a pas de préalable, on a le cas de M. Kalala, qui a été kidnappé, torturé, puis jeté devant la morgue par les milices de ce même pouvoir. Lorsqu'il y a une élection sans préalable, eh bien, on a le cas de monsieur Mokoko, qui a été lapidé, son véhicule caillassé par les acteurs du pouvoir de ce régime. Alors, il faut être inconscient de parler d'une élection sans avant tout
poser les préalables et faire comprendre à ce régime que si vous ne respectez pas la loi des partis politiques, la loi de la Constitution, les règles démocratiques, eh ben, nous allons utiliser notre droit du souverain primaire. Nous allons nous lever pour vous faire partir de là. Et ce que je dis, M. Perrin, est conforme aux paroles de M. Sassou. Et à ce niveau-là, je peux dire que je suis un sassouiste. Parce que M. Sassou a eu à dire lui-même, lorsqu'il était opposant, jamais au grand jamais, les démocrates accepteront que la Constitution soit violée, que les élections soient bafouées. Et c'est sur cette base-là, sur la base de la Constitution, sur la base de la Charte des droits de l'homme, sur la base des propos de M. Sassou Nguesso, que moi, Jura Luemba, je dis que si les élections ne sont pas transparentes, il n'y aura pas élection, le peuple va se soulever. Et là, je parle des patriotes, parce qu'au Congo, il y a 4 catégories dans la population. Il y a les distraits, il y a les indifférents, ceux-là qui se disent que comme ma vie est OK, la souffrance des autres, ça ne me regarde pas. Il y a les traites, ceux-là qui font partie du régime. Et enfin, il y a les patriotes. Et ce message s'adresse aux patriotes congolais, dans la diaspora comme au pays. Que nous, pour libérer un pays, on n'a pas besoin de 6 millions d'habitants, on n'a pas besoin de tout le peuple. On a juste besoin des patriotes qui sont dans l'opposition, des patriotes qui font partie des citoyens, des patriotes qui sont dans l'armée. Si nous tous, nous levons, nous allons faire partir ces criminels qui, après 40 ans, ont détruit le Congo. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de travail, des pensions impayées. Vous voulez que je vous donne encore quel exemple là? Il faut être inconscient d'accompagner et de permettre au PCT de braguer un autre mandat. Le quinquennat, médiocre, bilan catastrophique. 30 ans au pouvoir, médiocre, bilan catastrophique. Il est l'heure pour le PCT de mettre la clé sous le paillasson et de laisser le peuple noble congolais tranquille et bâtir sa destinée. Jura Luemba, le patriote. Merci Jura Luemba, et donc c'est la fin de cette émission. Je rappelle donc le fameux article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 qui stipule: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion de ce peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ce n'est pas dit par nous, c'est bien écrit. Et ce sont là les textes internationaux. Mais vous le savez aussi que lorsque les textes nationaux, donc locaux, ne sont pas assez puissants, on fait toujours référence aux textes internationaux. C'est comme en matière de justice. Quand les lois internes sont faibles, on fait recours aux lois internationales. Merci, c'est par là que nous mettons terme à cette émission. J'espère que les jeunes Congolais vous ont suivi. J'espère que les Congolais vous ont suivi. De toute façon, c'est ce peuple qui est en train de vivre toute cette souffrance, toute cette misère, toute cette précarité. Et ce peuple est celui qui va décider le moment venu. Sur ce, on se dit donc au revoir. En tout cas, grand merci à Benoît Youlou. Merci à Eoral Ndetiri, merci à Jérôme Luemba, merci Jean-Paul Ebenga et merci le professeur Malalou Kumbala. Merci Christian. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. Merci pour cette noble mission.